Donc, du côté des modèles, je crois que ce qu'on voit ici posé à propos de l'autisme, c'est d'une part effectivement la difficulté que nous avons toujours en psychiatrie à définir des troubles indépendamment d'un contexte social et culturel. C'est-à-dire que nous n'avons pas des objets aussi naturels que le diabétologue ou le cardiologue. Nous avons des objets qui définissent une pathologie dans un contexte où cette pathologie est défavorisée, désadaptée. Et c'est tout le problème de la lutte des autistes qui disent, avant de dire que nous sommes malades, donnez-nous les moyens d'exister comme nous sommes en adaptant la société à nous. C'est-à-dire qu'effectivement, la définition d'un trouble psychiatrique est toujours contextuelle. Il y a des exceptions. Je pense à l'état mélancolique. Quel que soit le contexte, c'est toujours un état mélancolique. Mais regardez les modèles actuels, par exemple, de rétablissement pour la schizophrénie. Le modèle dominant pour la schizophrénie aujourd'hui, c'est le rétablissement. Il ne s'agit plus de guérir, il s'agit d'aider le patient à vivre avec sa schizophrénie. Et finalement, c'est possible. Alors où est la maladie? L'antipsychiatrie, c'était de dire il n'y a pas de maladie psychiatrique, c'est la stigmatisation, le rejet de la différence de l'autre qui transforme en malade mental. C'est allé trop loin. Ensuite, on a eu une vague médicalisante et biologique. Pas du tout. Ce sont des troubles exactement identiques aux troubles des autres médecines. Et puis, je prends une position médiane, on va bien travailler autour de l'autisme, qui est qu'un trouble, il se définit aussi en fonction de la réponse sociale. Et sur la base de caractéristiques biologiques, cognitives et psychologiques. Et que la réponse sociale peut faire beaucoup pour produire ou pas plus de maladies. Ensuite, il y a le postulat implicite qui définit le pathologique comme toujours une dégradation gouvernable. L'autisme vous invite à le remettre en cause. Il y a ce postulat qu'il y a ce qui est social et ce qui n'est pas. Je crois que là aussi l'autisme invite à le remettre en cause. Et il y a la faiblesse du modèle de la cognition sociale qui globalement réduit l'intersubjectivité à l'interaction réelle avec quelqu'un en face de moi. Si c'était que ça, nous ne serions pas humains. Du côté de l'objet, là aussi, on peut s'interroger. Nous sommes confrontés à une définition en spectre qui fait l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. La position de Laurent Moutron qui consiste à dire définissons les autismes, pas seulement ceux qu'ils font et que les autres ne font pas, elle est antispectrale. Elle extrait, et du coup elle ramène la prévalence de l'autisme beaucoup plus proche de 1 pour 1000 que de 1%. Le choix d'avoir une vision spectrale, c'est-à-dire mettons ensemble tous ceux qui partagent des anomalies communicationnelles d'un certain type, c'est l'inverse. Il est temps au maximum, mais est-ce qu'il ne nous fait pas passer à côté de ce qui est l'essence des troubles autistiques? Bon, c'est bien quels sont les enjeux, qui n'ont rien à voir avec la science. Et est-ce que dans le fond, cette diversité de modèles ne correspond pas au fait que chaque modèle parle d'un sous-type différent d'autisme? Pourquoi pas? Chaque modèle privilégie une des dimensions de l'autisme, des phénotypes différents. D'un syndrome qui est défini de manière extrêmement extensive. Alors en fait, là, il n'y a plus de contradiction entre les modèles. Il témoignerait juste de la diversité de ce qu'on trouve dans le spectre. Et n'oublions pas qu'effectivement, c'est comme ça que l'histoire de l'autisme a commencé. Il y a eu l'autisme de Kanner, tel que Kanner le voyait et le définissait. Il y avait la psychopathie autistique d'Asperger, tel que Asperger le définissait. Je parlerai volontiers de l'autisme de Rogers, de Sammy Rogers, avec les tout petits. Et puis il y a l'autisme de Motron, qui est encore une autre variété d'autisme. Donc on a un vrai problème du côté de la définition de l'objet. Et je conclurai sur les conséquences de ce petit développement que j'ai tenté de faire pour la recherche et pour la pratique. Bon, l'autisme, ensemble de caractéristiques, très bien, qu'on peut définir autant comme des différences que comme des déficits, très bien. Phénotype encore mal défini. Rechercher ce qui peut le définir au-delà du social. Et peut-être qu'il faudrait prendre pleinement en compte tout ce que je viens d'évoquer quant aux caractéristiques mentales, psychologiques, développementales de l'autisme. Alors pour la recherche, ça signifie procéder à un phénotypage beaucoup plus précis des sujets, en prenant en compte toutes les spécificités, et non le moins spécifique du syndrome, mais le plus spécifique du syndrome, notamment les surfonctionnements. Se méfier de l'interprétation que nous faisons des résultats comportementaux. Je prendrai l'exemple de l'eye tracking. Vous avez tous vu ces images où on montre qu'un autiste balaye un visage, et puis hop, il touche une fois les yeux, et puis il se concentre sur la bouche. Alors, l'interprétation, dans le centriste, c'est de dire, vous voyez,
ils ne traitent pas les yeux qui est signifiant, ils traitent la bouche. Sauf qu'ils ont quand même regardé les yeux. Et que si vous mettez ça au regard du modèle du surfonctionnement, vous pouvez faire l'hypothèse qu'en fait, nous, qui sommes sous-fonctionnants perceptivement, on passe un temps fou à explorer les yeux pour extraire de l'information, mais que eux, qui sont surfonctionnants, une prise d'information leur suffit. Est-ce que mon hypothèse est contestable? Non. En fait, on voit bien que ces travaux ne relèvent pas des critères poppériens, ils ne sont pas réfutables en fait. L'interprétation des résultats est hautement subjective et hypothétique. S'ils sont surfonctionnels, je ne vois pas ce que je peux dire du fait qu'effectivement, ils regardent moins les yeux et plus la bouche. Sinon, peut-être, ils évitent une surcharge d'informations. C'est-à-dire qu'on peut basculer dans l'interprétation. Et puis, les paradigmes expérimentaux avec lesquels on étudie les autistes, ils sont tous fondés sur, en fait, une convention qui est une convention de représentation. Quand on étudie les cognitions sociales avec un autiste, on leur présente des photos de visage. Pour vous, pour moi, la convention, c'est qu'une photo de visage, c'est comme un visage. Vous êtes d'accord? Ok, alors on y va. Je ne suis pas du tout convaincu que les autistes acceptent cette convention. Parce qu'ils sont extrêmement attachés à la réalité factuelle. J'ai invité Joseph Skovanec récemment dans mon diplôme universitaire sur l'autisme. Il a fait une conférence, et il a commencé sa conférence en montrant une photo de cheval. Et il nous a dit, bon, pour commencer, soyons clairs, pour vous, ça c'est un cheval, pour moi, non. Ça s'appelle une image de cheval, ça n'a rien à voir avec un cheval. Je raisonne, combien ça a de pixels, qu'est-ce que ça prend comme place sur une clé USB, et puis c'est tout. Bon, moi, ça m'a interrogé, je me suis dit, une espèce de convention symbolique, très normocentriste, à nouveau, je suis pas sûr que les autistes la partagent. Et je pense que là, on a un vrai problème méthodologique général dans la compréhension de tout ce que l'on extrait. Autrement dit, la représentation n'est pas la chose, et ce que l'eye tracking nous montre, c'est qu'on voit ce que le sujet regarde, on ne sait pas ce qu'il voit. De même que là, je vois ce que vous entendez, mais je ne sais pas ce que vous comprenez. Un petit obstacle méthodologique. Et puis, pour la thérapeutique, les conséquences actuellement, c'est de prendre en compte à la fois les surfonctionnements et les modalités originales de fonctionnement dans la pratique. Et ça, je vous renvoie au livre de Laurent Motron, dont je ne fais pas la publicité, c'est simplement un élément de départ, je n'adhère pas à ces thèses, mais je pense qu'elles mettent en cause des choses, c'est-à-dire l'hypothèse de Laurent Motron est qu'à travers leur comportement spécifique, ils se développent. Ils traitent l'information à leur manière, ils se développent. On ne parle pas des stéréotypies. Personne n'a dit que les autistes se développent avec les stéréotypes. Mais la manière dont ils prennent l'information, à travers leur centre d'intérêt particulier, parce que ce n'est pas un moteur de leur développement. Est-ce qu'il faut les empêcher? C'est toute la question. Et de manière amusante, l'hypothèse de Motron rejoint tout un courant qui a été développé par je crois que c'est un journaliste américain qui s'appelle Ron Suskind, qui s'est occupé de son enfant autiste en rentrant dans son monde d'autiste. Je crois qu'il était passionné par Walt Disney, et il n'en sortait pas. Et plutôt que de lui dire arrête avec Walt Disney, il est rentré dans le monde de Walt Disney et il a rencontré son enfant. Et il a eu des résultats extraordinaires de développement en rentrant dans son monde, ce qu'il appelle l'affinité-thérapie. Voilà quelque chose qui renverse notre vision éducative souvent, rééducative souvent, de l'autisme. Donc, en conclusion, mais qu'importe, je crois que nous sommes confrontés avec l'autisme à une crise de modèle qui renvoie à une crise sur l'objet, mais aussi à une vraie interrogation sur notre regard sur l'objet, et qui est probablement très illustratrice des évolutions de la psychiatrie, et qui, je pense, a une valeur prédictive pour l'ensemble de la psychiatrie. L'autisme a toujours été quelque chose qui nous disait avant ce qui allait se passer dans l'ensemble du champ de la santé mentale. Et là, je crois que nous devons vraiment être très attentifs. Et en particulier, là, je cite quelques auteurs qui voient clairement l'autisme comme étant devenu beaucoup plus une problématique de sciences sociales qu'une problématique psychiatrique. Dans le fond, l'objet existe-t-il autrement qu'un objet social? Bonnie Evans, un excellent article sur comment l'autisme est devenu l'autisme, comment on a construit l'autisme aujourd'hui. Surtout Jill Egal, les origines sociales de l'épidémie de l'autisme, qui montre, et c'est une étude sociologique, que la prévalence de l'autisme augmente partout où les dispositifs de soins pour les troubles développementaux ont été réduits. Du coup, il faut être autiste pour accéder à des soins à travers les mutuelles.
pour accéder aux dispositifs de soins. Et donc on a un contraste saisissant. En France, dans le cadre d'un système de pédopsychiatrie de proximité, qui malgré tous ses défauts est quand même consistant et financé, on n'observe pas d'augmentation de prévalence de l'autisme. Par contre, là où les politiques libérales ont fermé les dispositifs de proximité pour les troubles développementaux, psychologiques, pédopsychiatriques et autres, l'autisme a explosé. Donc ils le voient, cette augmentation épidémique, comme un effet collatéral de la désinstitutionnalisation pédopsychiatrique. Et puis, également le travail de Pauline. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions de professeur Roger-Jette? Oui. Dans vos modèles, vous n'avez pas parlé de la souffrance. Je n'ai pas trouvé de travaux en neurosciences cognitives sur la souffrance autistique. Non, vous avez tout à fait raison. Mais attention, parce que est-ce que l'autisme est synonyme de souffrance? Et quand? C'est-à-dire que moi, j'ai une fille active d'autistes de bon niveau scolarisés, qui sont soit scolarisés, soit en voie de déscolarisation. Je vois beaucoup d'autistes qui sont très heureux. Qui fonctionnent sur un mode autistique, qui n'ont aucune crise, aucune phase anxieuse, pas d'automutilation, qui sont très bien dans l'autisme. Ça peut paraître choquant de le dire, mais c'est vrai. Et je vois que quand ils vont mal, c'est en général parce que l'environnement ne répond pas à leurs attentes ou les met en difficulté. Et lorsqu'ils vont mal, la première chose qu'on fait, c'est qu'on scanne l'environnement et savoir tout ce qui s'est passé, toutes les situations en famille, dans l'institution, à l'école. Et en général, c'est là qu'on voit la cause du déséquilibre. Alors, je vois des autistes extrêmement anxieux, en grande difficulté. C'est en général contextuel. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. Donc je ne sais pas si l'autisme est intrinsèquement une source de souffrance. Et c'est tout le problème de la question de la réponse sociale, qui est déjà la réponse familiale et la réponse des institutions à ces enfants et leurs particularités. Dans ma pratique pédiatrique, j'ai des exemples des troubles du sommeil qui peuvent être nuls. Oui. Et moi j'en vois très peu, mais effectivement, je pense que vous êtes en recours pour des situations difficiles. Quand on est en première ligne et qu'on a une grande population d'autistes, ceux qui sont en difficulté ne sont pas aussi fréquents. Mais donc, vous avez tout à fait raison. Alors sur la question des troubles du sommeil, c'est un cas effectivement très particulier, mais traité par mélatonine. On a des réponses, mais là on sort un peu du champ. La discussion était une discussion quand même beaucoup plus théorique et pratique. Autre question? Ma question était à l'heure actuelle, si justement la manière de percevoir l'objet fait que dans un neurone sans prise, mais que quelque part on les enferme dans une étiquette parce que ça nous arrange. Comment on les diagnostique aujourd'hui? Les tests que nous utilisons, moi je ne les utilise pas personnellement, donc quelque part nous sommes responsables de la manière dont on les considère aujourd'hui et la place qu'on leur fait dans notre société. Donc c'est moi je trouve ça toujours intéressant de dire voilà, des théories, mais dans le concret, les professionnels que nous sommes ou pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça? Parce que les outils qu'on utilise actuellement, on les utilise déjà depuis un certain temps. Alors, d'abord, je ne dis pas parce que ça nous arrange. Hein, c'est pas parce que ça nous arrange qu'on est comme ça. Il faut s'interroger sur les mécanismes naturels avec lesquels on appréhende les différences. C'est la question de la psychiatrie. Ça ne nous arrange pas. On est fait comme ça. Il faut interroger la manière dont on porte un regard sur les autres. En fait. Je ne fais pas de procès d'intention à quiconque. Simplement, on est humain. On a des préjugés
fondamentaux vis-à-vis de l'autre. C'est comme ça. Nous, professionnels, on doit les connaître pour essayer de s'en dégager. On ne peut pas demander à ce que tout le monde fasse comme nous, c'est notre fonction parce que c'est notre métier. Sur les critères diagnostiques, alors c'est toute la question que j'ai évoquée. Ce que j'ai essayé de vous présenter, ça interroge vraiment la définition de l'autisme, les critères, et ce qu'on va appeler le phénotypage, notamment pour les travaux en génétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à nos amis généticiens comme objet autistique. Et là, clairement, c'est pas clair. Alors en plus, on a une batterie d'outils qui sont faits pour produire le diagnostic autisme. Moi, je suis responsable d'un centre de diagnostic autisme. Je suis critique sur la manière dont il fonctionne, parce qu'effectivement, en gros, la caricature, c'est on dit autisme et le reste, c'est pas autisme. Pas autisme, c'est pas un diagnostic, je suis désolé. Bon, le monde n'est pas divisé en deux catégories, l'autisme d'un côté et ce qui n'est pas de l'autisme de l'autre. Il y a un biais extraordinaire en perception. Si on faisait des centres experts pour les états limites, des centres experts pour les pré-psychos, des centres experts pour les MCDD, on compenserait l'effet mécanique d'augmentation de la prévalence dû au fait qu'on a des centres experts que pour l'autisme. Et qu'on utilise des outils diagnostiques que pour l'autisme, qui vous disent autiste, pas autiste. Ah ben ça crée bien. Oui, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Et que la question qui se pose dans les centres diagnostiques autisme, c'est les diagnostics différentiels. Et moi je dis à mon équipe, considérez l'autisme comme le diagnostic différentiel du reste. Parce que de toute manière, c'est ce qu'il y a de plus rare. Donc, même en troisième ligne, gardez en tête, dans le fond, l'autisme, ça devrait être un diagnostic différentiel. Un diagnostic, c'est pas n'importe une manière d'entendre les choses, mais c'est effectivement pour éviter la surinclusion du outils. De toute façon, on peut en discuter. Je ne sais pas, Monsieur Huyn, si vous souhaitez faire un commentaire, on fera la discussion après, donc on va vous proposer cette question. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence internationale au cours de laquelle le docteur Bob Delchina, je ne sais pas si vous la connaissez, de l'Université de Birmingham, parlait d'univers parallèles. Donc elle disait essentiellement pour elle que les personnes autistes, en fait, souffraient, entre guillemets, d'un syndrome d'un monde intensifié. Qu'en fait, la plupart des caractéristiques provenaient d'une avait plutôt une suractivation au niveau des sens, tout ce qui était vue, ouïe, etc. Et donc, du coup, ils avaient voilà, vous en avez parlé tout à l'heure, elle pensait que c'était vraiment quelque chose qui était un des principaux faits dans l'autisme, donc cette hypersensibilisation pour la plupart des personnes autistes. Oui, ben, j'ai évoqué le modèle de Markram, qui est plus illustratif, je trouve, d'un modèle de surfonctionnement au sens des stimulations. Mais les autistes de haut niveau le racontent très bien. Donc le Grandin dit qu'avant de se débutiser, vous avez tous vu ces interviews, hein, regardez ces films, je pense qu'ils sont sur Internet, il faisait passer sans cesse du sable d'une main dans l'autre pour focaliser son attention de manière extrêmement puissante, s'auto-hypnotiser en quelque sorte et se soustraire aux stimulations qui étaient douloureuses, effectivement. Elle avait conclu que l'autisme pour elle était un projet pilote pour l'humanité. C'était à nous de trouver les moyens de communication pour rentrer en contact avec les personnes autistes. Ce qu'on essaie tous de faire. Bien. On aura encore un temps de discussion à la fin de l'exposé du professeur Munich. On va alors prendre le café. Il y a le libraire aussi qui est arrivé. On a étendu un peu l'espace devant pour nous permettre de profiter du temps de pause. Et on peut prendre plus tard à 11h-5 à 11h.
alors, ça peut être compliqué. C'est pas compliqué. En plus, c'est avec ça qu'elle travaille.
J'ai aussi en Angleterre. Oui, j'ai lu.